Chapitre 9. Retour au village. Dès son réveil, Hélène comprit que ce matin-là ne ressemblait pas aux autres. Après la grande frayeur causée par l'irruption des miliciens dans la chambre de Milena, elle s'était rendormie d'un sommeil lourd et sans rêve, et à présent, elle se tenait assise au bord de son lit, hébétée. Son réveil indiquait presque 10 heures du matin. Jamais, depuis qu'elle était arrivée chez monsieur Yann, elle ne s'était levée aussi tard. Elle fit sa toilette, s'habilla à la hâte et sortit dans le couloir silencieux. La porte éventrée de Milena la replongea d'un coup dans la violence de la nuit. Elle passa devant, sans s'arrêter, et descendit l'escalier avec le vague sentiment que le monde s'était déréglé. Au premier étage, elle s'avança jusqu'à la porte de Bartholoméo et vit qu'elle était enfoncée aussi. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur de la chambre où régnait le même chaos que dans celle de Milena après le passage des barbares. Les objets gisaient au sol, brisés, piétinés. L'angoisse lui serra l'estomac. Qu'arriverait-il si jamais ses deux amis venaient à tomber entre les mains de ces hommes? Les salles du restaurant étaient désertes. Pour se rendre au sous-sol, Hélène prit l'ascenseur qui, dans le silence, sembla déchaîner davantage encore sa bruyante machinerie de fer. En traversant les cuisines, elle perçut peu à peu la rumeur venue de la cantine du personnel, puis des éclats de voix. Elle poussa la porte et découvrit entassés dans l'espace trop exigu une trentaine de ses camarades de travail réunis en assemblée. Ils remarquèrent à peine son arrivée, tant la discussion était vive. « Je pense qu'on peut très bien assurer les repas sans landau, disait un garçon assis sur un coin de la table. On n'est pas complètement idiot quand même. Il ne s'agit pas d'être idiot ou non, répliquait un autre dans son tablier gris de manutentionnaire. Il s'agit de pouvoir servir quelque chose. Les fournisseurs savent que M. Yann est parti et on n'a pas reçu la moitié des livraisons ce matin. Pas de légumes, pas de pain. On va leur donner quoi aux gens ? Une jeune femme adossée à l'armoire intervint d'une voix tranquille. Moi, je veux bien servir ce qu'il y aura, mais je pense que personne ne viendra. On dit que la manufacture est en grève. Exact, confirma un homme tout près d'elle, une cigarette aux lèvres. Il y a même eu de la bagarre à l'entrée. On fait quoi alors finalement ? Demanda une jeune fille. Le débat tourna ainsi en rond pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'un garçon d'une vingtaine d'années se dresse soudain sur sa chaise, furibond. Excusez-moi, mais vous commencez à m'énerver avec vos histoires de livraison de légumes, s'écria-t-il. Vous me parlez de carottes et de pommes de terre, alors que des gars ont dressé des barricades cette nuit. Vous l'avez entendu comme moi, non ? Qu'est-ce qu'on attend pour bouger ? Tu as raison, approuva un autre. Moi, en tout cas, j'ai pas l'intention de me tourner les pouces. Je vais en ville voir ce qui se passe. Tu viens ? Les deux garçons enfilèrent leurs vestes et sortirent d'un pas décidé. Soyez prudents, leur cria le type à la cigarette. On dit qu'il y a eu des morts cette nuit. Suivit un long silence pesant. Je me demande ce qu'en dirait monsieur Yann, soupira une cuisinière en tablier blanc. Ce que dirait monsieur Yann, répondit une autre en se levant. Il dirait qu'il n'est pas notre papa et qu'il faut peut-être qu'on apprenne à se débrouiller sans lui. Et à ne plus avoir peur. Les deux gars ont raison, je les suis. Qui vient avec moi ? C'était Rachel, une amie de Dora. Hélène la connaissait bien. Je viens avec toi, dit-elle, et elle s'étonna de sa propre audace. En suivant le couloir qui menait à sa chambre, elle sentit l'exaltation gonfler sa poitrine. Il restait 3 jours avant les combats d'hiver. 3 jours seulement, oui, mais si la révolte se déchaînait d'ici là, si c'était soudain le chaos dans la capitale, est-ce que ceux de la phalange n'auraient pas alors plus urgent à faire que d'aller voir mourir des gladiateurs ? Bien sûr que si. Ils renonceraient. Ils renonceraient et les combats seraient annulés. Pour la première fois depuis des mois, elle vit se dessiner un espoir. Il était ténu, mais réel. Elle regarda autour d'elle, dans sa petite chambre, les quelques bibelots, les 2 étagères de livres, les vêtements sur la corde de la penderie, et se posa cette drôle de question. Que prend-on avec soi quand on est une jeune fille de 17 ans et qu'on veut aller construire des barricades dans la rue pour sauver son amour ? Comme elle ne trouvait pas de réponse satisfaisante, elle mit son bonnet bariolé, son écharpe, son manteau, et elle s'en alla. Ses 3 camarades l'attendaient devant le restaurant. Ils se concertèrent rapidement et décidèrent de descendre jusqu'à la manufacture. À distance, ils virent que les hautes grilles étaient gardées par une dizaine de miliciens en armes. Ils rebroussèrent chemin et descendirent les petites rues en veillant à ne pas glisser sur le verglas. Le garçon qui avait mis le feu aux poudres à la cantine continuait de s'enflammer.
Ils veulent empêcher les rassemblements. Mais ils n'y arriveront pas. Il faut seulement que les gens oublient leur trouille et descendent dans les rues. Voilà ce qu'il faut. Parle moins fort, lui recommanda l'autre garçon. Je parlerai comme j'ai envie de parler, riposta le premier. J'en ai marre de me taire depuis des années. J'en ai marre, vous m'entendez? Marre! Il le hurla à gorge déployée, puis éclata de rire. Ah, ça fait du bien. Vous devriez essayer. Une rame de tramway circulait normalement. Ils sautèrent dans un wagon et remarquèrent aussitôt la présence de 3 miliciens assis au fond, la matraque à la main et le pistolet à la ceinture. Le garçon se calma un peu, mais il s'obstina à les braver du regard. Tu as un problème? Demanda un des hommes. Non, j'admire votre uniforme, répondit le garçon. Il avait du cran, pas seulement du bagout. Les quelques passagers sourirent et on vit le milicien contracter ses mâchoires. En se rapprochant du centre-ville par la longue avenue qui précédait la place de l'Opéra, le tramway se remplissait davantage à chaque station. Il sembla à Hélène que les gens portaient sur leur visage une fébrilité particulière, une sorte d'attente. Est-ce qu'elle se l'imaginait seulement? Elle posa son front contre la vitre glacée. Le tramway s'arrêta. On descend? Demanda Rachel. À la suivante, répondit l'un des deux garçons. Les portes automatiques se refermaient quand Hélène se figea de stupeur. Là, sur le trottoir, de l'autre côté de la rue. Elle ne rêvait pas. Attendez, cria-t-elle, en bondissant sur ses pieds. Ouvrez la porte. Laissez-moi descendre, s'il vous plaît. Elle tira le cordon d'appel avec rage. Rachel la prit par le bras. Qu'est-ce qui te prend? Là, j'ai vu, bredouilla Hélène. Comme le tramway s'ébranlait à nouveau, elle bouscula les gens et alla se coller à la vitre arrière, sans s'occuper des miliciens qui s'écartèrent devant sa fougue. Les deux silhouettes s'éloignaient dans une petite rue transversale. L'une, celle d'une vieille femme à la démarche bancale, vêtue de noir et tenant un sac de provisions à la main, lui était inconnue, mais l'autre, elle l'aurait juré. Comment confondre ce visage-là? Entre 100 000, elle l'aurait reconnu. Elle eut juste le temps de les voir pousser la porte d'entrée d'un immeuble, le deuxième de la rue, lui sembla-t-il, et ils disparurent. Qu'est-ce que tu as vu? Demanda encore Rachel. Quelqu'un que je connais, mais j'ai du mal à y croire. Le wagon était bondé maintenant. Le trajet entre les deux stations lui parut durer des heures. Elle se fraya un chemin jusqu'à la porte et bondit à l'extérieur dès qu'on l'eut ouverte. Je vous laisse, lança-t-elle aux trois autres, et elle courut sur le trottoir, le cœur battant. Et si elle s'était trompée? Non, on ne peut pas ressembler à ce point. Revenue à la station précédente, elle s'engagea hors d'haleine, dans la rue qui montait légèrement. La façade de l'immeuble était grise. Elle eut la certitude, en poussant la deuxième porte d'entrée, que les deux personnes s'étaient bien engouffrées ici. Un couloir sombre s'ouvrait devant elle. Elle actionna en vain l'interrupteur et avança à tâtons jusqu'à une petite cour aux pavés brisés. Une herbe grise poussait dans les fentes. Des poubelles gisaient en vrac. L'endroit, si proche pourtant de l'avenue, semblait à l'abandon. 2 escaliers montaient dans les étages. Elle prit au hasard celui de gauche, dont les marches noircies s'enroulaient en une spirale serrée. Cela sentait le moisi. Elle s'arrêta sur le premier palier et tendit l'oreille. Elle fit de même au second, sans plus de succès, puis au troisième. C'était comme si l'immeuble avait été vidé d'habitants. Peut-être était-il insalubre? Elle redescendit dans la cour et emprunta le deuxième escalier, plus clair et mieux entretenu. Ici, l'électricité fonctionnait. Au premier étage, 2 portes closes et silencieuses, ainsi qu'au second et au troisième, mais tout en haut, sous les toits. La voix claire et enfantine venue de l'intérieur la fit fondre d'émotion. « Ça pique !» criait la voix. « Ça pique les yeux, le savon !» Cette fois, elle n'eut plus le moindre doute et frappa énergiquement. La porte s'ouvrit sur la vieille femme aperçue dans la rue. Ses manches étaient retroussées bien haut sur ses bras blancs et ridés. Sa main droite disparaissait dans un gant de toilette rose. Hélène l'ignora et marcha droit vers le baquet d'eau fumante qui trônait au milieu de la pièce. Octavo se dressa, tout nu, dégoulinant, et lui tomba dans les bras. « Hélène! Octavo! Oh, que je suis contente de te revoir! Bon Dieu, que je suis contente! » Elle le garda longtemps serré contre elle, puis l'embrassa vigoureusement sur les joues, sur les mains. « Octavo, que fais-tu ici? »« Ben, je suis chez tata Marguerite, tu pleures? »
Non, enfin oui, tata Marguerite. Elle lâcha l'enfant et se releva, consciente soudain de son impolitesse. Pardonnez-moi, madame, je suis entrée comme une. Ce n'est pas grave. Si je comprends bien, vous êtes la fameuse Hélène. Fameuse, je ne sais pas, mais je suis Hélène. Et vous, vous êtes Marguerite, la sœur aînée de Paula. Ça se voyait. Elles avaient les mêmes yeux marrons très doux et le même dessin du nez que la grosse consoleuse. Seule la corpulence et l'âge différaient. Marguerite était plus vieille de 10 ans et devait peser 4 fois moins que sa petite sœur. Hélène se rappela soudain le souvenir d'enfance raconté par Paula. Figure-toi qu'on avait attrapé un hérisson, ma sœur Marguerite et moi. C'était amusant de voir surgir ainsi le second personnage de l'histoire, plus âgé d'un demi-siècle au moins. Elle était loin de pouvoir courir après les hérissons à présent, cette vieille dame bancale. Paula m'a envoyé Octavo par le car au milieu de l'hiver, dit-elle pour expliquer la présence du garçon. Oui, confirma l'enfant. Mais elle va bientôt venir me chercher. Je lui ai écrit une lettre, sans faute d'orthographe et avec un dessin. C'est bien, Octavo. Et comment va-t-elle, ta maman Paula? Elle va bien. Marguerite approuva de la tête, mais son sourire douloureux cachait manifestement une autre vérité. Dès qu'elle le put, elle entraîna vivement Hélène dans la cuisine, dont elle poussa la porte. Comment va Paula? Demanda la jeune fille pour la deuxième fois, et elle se raidit pour entendre la réponse. Je n'ai plus de nouvelles de ma sœur depuis plus d'un mois, gémit Marguerite, et elle éclata en sanglots. La pauvre femme devait avoir envie de s'épancher depuis longtemps pour le faire ainsi devant une inconnue. Vous avez peur qu'il lui soit arrivé quelque chose? Oh oui, j'ai peur. Octavo avait une lettre pour moi dans la poche de son pantalon. Vous pouvez la lire. Regardez, elle est sur le buffet. L'écriture serrée et appliquée de Paula remplissait une demi-page. Hélène imagina avec attendrissement la grosse patte de sa consoleuse glissant sur le papier. Elle lut jusqu'au bout, sans lever la tête. Ma chère, bien chère Marguerite, demain matin je te mets Octavo au quart. Je le confierai à quelqu'un qui l'amènera chez toi. Ça devient trop dangereux ici. Cet hiver, il y a eu plusieurs évasions à l'internat. Ces pauvres enfants partent dans la montagne ou sur le fleuve. Dieu sait ce qu'ils deviennent. Ceux de la phalange nous accusent d'être complices. Ils n'ont pas tort pour une fois, et ils menacent de nous donner une bonne leçon si ça continue. Mais ça continue. Ils disent qu'ils savent comment nous punir, qu'on a tout notre point faible. Alors voilà, je te le mets au quart, mon point faible. Soigne-le bien, comme s'il était à toi. C'est un bon petit. Ça me fait beaucoup de peine de m'en séparer, mais je te le reprendrai dès que possible. Je sais que ta santé n'est pas très bonne, mais il n'est pas très dur à garder. Je te dédommagerai des dépenses. Mets-le à l'école si tu peux, parce qu'il aime bien apprendre. Je t'embrasse, affectueusement, ta sœur Paula. Voilà, soupira Marguerite dès qu'Hélène eut fini de lire. Plus rien depuis cette lettre. Les miennes sont restées sans réponse. Je serais bien allée voir, mais le voyage est trop dur pour moi. J'ai le cœur fatigué, ma hanche me fait mal. Et puis, je ne peux pas abandonner Octavo. Hélène resta pensive un long moment. Plusieurs évasions? Est-ce que Paula évoquait seulement la sienne, celle de Milena et des deux garçons? Ou bien y en avait-il eu d'autres encore? Est-ce que leur fuite aurait fait souffler dans les murs tristes de l'internat un vent de liberté que plus rien ne pouvait contenir? Que devenaient Katharina Pansek, Vera Plasil et les autres? Et surtout que devenait Paula? Son silence était inquiétant. L'idée que sa consoleuse puisse souffrir lui était insupportable. Est-ce que vous savez à quelle heure part le car qui s'en va là-haut? Demanda-t-elle. Il y en a un qui part à 12h30 de la gare routière, mais vous n'avez même pas mangé. Hélène était déjà debout. En courant, je peux l'attraper. Elle enfila son manteau, vérifia qu'elle avait suffisamment d'argent dans son porte-monnaie pour acheter le billet et se précipita vers Octavo qui barbotait toujours dans son baquet. Je m'en vais déjà, mon Octavo, pardonne-moi. Ah oui, tu dois partir parce qu'on mettra quelqu'un dans le trou noir si tu ne rentres pas. Hélène mit quelques secondes avant de comprendre ce qu'il voulait dire. Oh non, ça c'était l'internat. Je n'y suis plus maintenant. Je suis libre. Je peux aller et venir à ma guise. À ma guise. C'est où ma guise? Tu m'y emmèneras. Elle éclata de rire. Ma guise, c'est partout. C'est où on veut. Je t'y emmènerai. Tu me le promets? Demanda l'enfant en traçant un dessin de mousse sur la joue d'Hélène. Je te le jure, dès que tout ira mieux. Elle embrassa Marguerite, comme si elle la connaissait depuis toujours, et dégringola l'escalier. Vous voulez que je dise quelque chose à votre sœur? Cria-t-elle encore depuis la cour. Oui, dites-lui bien qu'Octavo est inscrit à l'école. Elle courut le long des quais,
le devant de son manteau encore tout mouillé de l'eau du bain d'Octavo, et suivit à l'envers le même chemin qu'elle avait parcouru quelques mois plus tôt, en pleine nuit, à la recherche du pont aux fagots. Elle ignorait alors qu'elle allait retrouver Milena, et aujourd'hui, elle l'avait perdue de nouveau. La gare routière était calme, mais Hélène remarqua de nombreux soldats qui arpentaient les quais, armes à la main, dans leurs uniformes kaki. Décidément, ils étaient sur le pied de guerre. Elle attrapa au vol le car presque vide qui s'en allait vers le nord. Une fois assise, elle prit le temps de réfléchir à ce qu'elle venait de faire. Bien sûr, elle quittait la capitale au moment où, sans doute, on allait se battre. Bien sûr, il faudrait qu'elle soit revenue dans quelques jours pour les combats d'hiver, au cas où ceci aurait lieu. Mais une force 10 fois supérieure la poussait à sauter dans ce car poussiéreux pour rejoindre Paula. Elle n'abandonnerait pas à son sort cette femme qui l'avait si souvent recueillie, consolée alors que la tristesse et le désespoir envahissaient son âme. Non, elle ne la laisserait pas. Elle ne se pardonnerait jamais de le faire. Le voyage fut long, sans lecture. À chaque village rencontré, des gens descendaient ou montaient, indifférents les uns aux autres. Le chauffeur Rougeot malmenait son car dans les rivages et les côtes, klaxonnant avec colère tous les autres véhicules, comme s'ils n'avaient rien à faire sur la même route que lui. Vers la fin de l'après-midi, il se gara devant une auberge, y entra et n'en ressortit plus. Peu à peu, les passagers firent de même, et bientôt tous se retrouvèrent à l'intérieur. La pièce était sombre et enfumée. Hélène s'assit à un bout de table. Au-dessus de sa tête passaient des soupes fumantes, des assiettes de jambon et des omelettes parfumées. La faim lui tordait l'estomac. Elle fouilla son porte-monnaie, mais il contenait tout juste de quoi acheter le billet retour. « Vous ne mangez rien, mademoiselle ?» lui demanda l'homme installé à sa gauche, et elle reconnut un de ses voisins de car. « Non, je n'ai pas faim. »« Pas faim ou pas d'argent ?»« Allez, je vous ai vu compter vos sous. Y a pas de honte. Tout le monde a le droit de manger, non ?» Il avait une 50aine d'années. Elle n'eut pas le temps de se défendre. Déjà, il levait le bras pour intercepter la serveuse. « Une omelette pour la jeune fille, s'il vous plaît. » Pendant qu'elle vidait son assiette, il se détourna d'elle et bavarda avec d'autres personnes, peut-être pour ne pas la gêner. « Où est-ce que vous allez ?» demanda-t-il, dès qu'elle eut avalé la dernière bouchée. Elle nomma sa destination et il eut un mouvement de surprise. « Vous pensez arriver jusque-là ? Et pourquoi pas ? On dit qu'il y a du grabuge là-bas, des barricades. Ils empêchent l'accès à la ville. Vous voulez un café ?» La nuit était tombée quand ils reprirent la route. Le repas partagé avait sans doute délié les langues et les conversations firent, pendant quelques kilomètres, une musique joyeuse mêlée au ronronnement du moteur. Puis peu à peu, elles s'estompèrent et la plupart des passagers s'assoupirent. Hélène, qui n'avait pas de voisin, ôta ses chaussures, posa ses pieds sur le siège et prit son manteau en guise de couverture pour réchauffer ses épaules et ses genoux. En s'endormant, elle pensa à Octavo et à son Maguise. Puis elle se demanda, une fois de plus, comment Paula l'avait eu, ce petit garçon, avec qui. La consoleuse lui avait confié beaucoup de ses secrets, mais jamais celui-là. Elle se contentait d'en rire et de traiter Hélène de curieuse si elle insistait.